Bonjour Catherine Piketty-Viso. Bonjour Claude Tran. Vous êtes médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview, cette rencontre. En quoi consiste votre mission? Quel est le périmètre de votre action et surtout, comment vous fonctionnez? Alors, ma mission, elle est multiple. Pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, qui est une médiation institutionnelle, ma mission est d'abord de répondre à des réclamations, à des demandes, à des contestations qui émanent des usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des personnels aussi. C'est une originalité parce que les autres médiations institutionnelles, en général, ce ne sont que les usagers. Et puis le deuxième rôle du médiateur, la deuxième action du médiateur, c'est de remettre chaque année au ministre, c'est-à-dire aux décideurs, un rapport qui rend compte de l'activité de l'année, du type de réclamation, des domaines de réclamation, et surtout qui permet de faire des recommandations, comme le dit le Code de l'éducation, des recommandations pour l'amélioration du fonctionnement du système éducatif. Donc à partir de micro-saisines, qui sont des cas individuels des personnes, élèves, étudiants, parents d'élèves bien sûr, surtout pour les élèves, ou personnels, le médiateur essaie de tirer une photographie des signaux faibles en quelque sorte, ou forts d'ailleurs parfois, de ce qui se passe dans le système éducatif, et de voir quand ces sujets sont récurrents, ce qu'il faut modifier ou comment on peut faire évoluer tel ou tel texte ou telle situation pour que globalement ces saisines ne se répètent pas. Voilà. Et puis aussi pour éviter les contentieux. Parce que si ça n'est pas résolu en interne, c'est-à-dire de manière amiable, s'il n'y a pas une résolution amiable des litiges ou des contestations, certains parents vont aller au tribunal administratif et c'est beaucoup de temps, d'énergie inutile, et de toute façon, devant un juge, il y a un gagnant et un perdant. Il y en a toujours un qui sort déçu et un qui a eu gain de cause. Le médiateur n'est ni juge ni avocat. Il analyse une situation objectivement, il met les deux parties sur le même plan. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans le cadre d'une médiation institutionnelle, parce que le principe de la médiation, c'est de faire dialoguer de manière symétrique deux parties prenantes à un conflit et de faire en sorte qu'elles s'écoutent, qu'elles se comprennent et qu'elles trouvent ensemble une solution. C'est ça le rôle du médiateur, et ça c'est commun à toutes les médiations. Dans le cas d'une médiation institutionnelle, on a un individu qui est un requérant, un parent d'élève ou un étudiant, par exemple, qui s'adresse à une institution. Alors elle est incarnée, cette institution, c'est le chef d'établissement par exemple, mais c'est une relation asymétrique. Et rétablir cette symétrie pour faire en sorte qu'on se mette autour de la table, on pose sur la table les éléments de la discussion et qu'on essaie ensemble de trouver une solution qui satisfasse les deux, c'est ça la médiation. Donc c'est vraiment ça le cœur de mon travail. Mais il faut ensuite que ce soit utile plus globalement à l'évolution du système éducatif. Et là, le rapport annuel du médiateur, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on essaie vraiment de trouver des axes de travail avec les services du ministère et des académies et des universités et des établissements d'enseignement supérieur, des axes, des directions de travail qui vont permettre progressivement d'améliorer le fonctionnement du système et de diminuer le contentieux. Voilà les deux, ça c'est en théorie les deux, c'est ce qui est dans le code de l'éducation. Ensuite, dans la pratique, on fait plus que ça en réalité. Aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de personnes sont perdues avec les démarches administratives, les services publics qui se sont éloignés de l'usager. Et en réalité, au quotidien, nous recevons beaucoup de demandes qui sont en fait des demandes d'orientation, d'information et de conseil. Ce n'est pas en principe le rôle du médiateur de le faire, mais nous le faisons et nous le faisons beaucoup. Donc la différence des services de l'administration, que je ne juge pas parce qu'ils sont débordés, ils sont vraiment écrasés par définition la masse des dossiers à gérer, on est dans la gestion de masse. Le médiateur prend le temps de répondre, il n'a pas la science infuse, donc il va rechercher
la bonne information, le bon interlocuteur, la bonne explication. Voilà. Donc il y a cet aspect de notre travail qui est très important, avec beaucoup d'écoute au téléphone aussi. On prend du temps au téléphone. On a de plus en plus de permanence téléphonique parce que c'est très important. Et la deuxième chose qu'on fait aussi beaucoup et de plus en plus, et ça personne ne nous le demande, mais ça nous paraît essentiel pour faire évoluer et développer la culture de la médiation au sein du système, une culture qui est indispensable pour apaiser le système. On est dans un monde de conflit, on aime le conflit, on aime la polémique, on aime l'exagération. Si la médiation peut fonctionner, c'est si on en comprend bien l'esprit et la démarche, et donc nous faisons de plus en plus de formation. Voilà, ça c'est le deuxième aspect supplémentaire de notre travail qui s'est développé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on va à l'IH2EF par exemple, former les nouveaux, enfin informer et initier les nouveaux chefs d'établissement, les nouveaux inspecteurs, pour leur donner en main les clés de la médiation, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Et vous avez dit nous. Vous dites nous, oui, notre travail. Ah oui, parce que pour moi, le médiateur, c'est un... Alors, le médiateur avec un M majuscule, c'est générique. Voilà. C'est-à-dire que c'est la médiatrice avec son réseau de médiateurs. Et c'est là que vous allez nous dire comment vous fonctionnez. Alors, comment on fonctionne? Donc, je m'appuie sur un réseau de médiateurs académiques qui, il y a 25 ans, quand la médiation a été créée, était très peu nombreux. Il y en avait 4 ou 5, c'était des interlocuteurs régionaux. Aujourd'hui, ils sont 89. Ils seront 90 au mois de février. Pourquoi? Parce que le nombre de réclamations a fortement augmenté, que ce sont des retraités bénévoles, et ça c'est très important. C'était un choix du premier médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui était Jackie Simon, qui a donc créé la médiation en 1998. Il préférait s'appuyer sur des retraités qui sont des cadres, d'anciens cadres, soit d'anciens chefs d'établissement, soit d'anciens inspecteurs, d'ASEN, inspecteurs généraux, parce qu'ils ont ce recul, cette expérience et ce recul, mais que parce qu'ils sont retraités, n'ont plus d'enjeux de carrière, n'ont plus d'intérêt personnel, et le font pour servir le système et être utiles à l'ensemble de la communauté éducative. Et ça, je trouve que c'est un bel esprit. C'est ça qui nous motive. C'est ça chaque année que je regarde de près quand je recrute des nouveaux médiateurs. Et ces médiateurs sont nommés par arrêté ministériel. C'est-à-dire c'est le ministre ou les ministres qui les nomment, sur ma proposition, certes, mais c'est le ministre qui les nomme, et c'est symboliquement très important, c'est ce qui garantit leur indépendance. Un médiateur qui n'est pas indépendant, c'est indépendance par rapport aux services administratifs des rectorats ou des établissements, un médiateur qui n'a pas cette indépendance n'est pas crédible, n'est pas légitime à médier. Avec plus de 20 000 saisines en 2023 et un taux d'augmentation de plus de 65% en 10 ans, la médiation semble être devenue une instance connue des usagers comme des personnels de l'éducation nationale. Comment vous expliquez cette accélération constatée ces dernières années? 20 000 saisines, c'est très peu. 21 000 cette année, ça va être. C'est très peu par rapport aux effectifs d'élèves, d'étudiants et de personnel du système éducatif. Si on dirait. Alors c'est beaucoup pour nous, parce qu'on est une toute petite équipe. Moi, j'ai autour de moi une quinzaine de personnes au niveau national. Oui, parce que j'ai parlé des médiateurs académiques, mais j'ai quand même quelques juristes et administratifs autour de moi qui m'aident à coordonner tout cet ensemble. Cette augmentation, elle s'explique simplement parce que on est de plus en plus connus. Les gens n'hésitent pas à faire appel à nous, parfois à tort d'ailleurs, parce que il faut en principe avoir fait une première démarche, un premier recours administratif, une première démarche avant de saisir le médiateur. On ne peut pas se substituer au travail de proximité. Alors, le travail de proximité, c'est d'un côté la relation à l'usager, c'est Service Public Plus, vous voyez, qui est en principe une priorité de ce gouvernement, mais déjà depuis des années. Service Public Plus, c'est la loi ESSOC qui doit améliorer la proximité de l'administration à ses usagers. Et puis c'est d'un autre côté la GRH de proximité. Ces deux axes-là, en principe, ce sont les ministères, les administrations qui doivent les assurer. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces personnels, ces gestionnaires, ils sont eux-mêmes écrasés.
On dit toujours, on parle de la lourdeur de l'administration. Je ne suis pas sûre que le taux d'encadrement et le taux le nombre de personnel administratif pour gérer tout ça soit suffisant. En tout cas, ils sont souvent en grande souffrance. Et ils n'ont pas ce temps et cette disponibilité-là. Donc ça arrive chez le médiateur. Et donc les gens appellent le médiateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour leur demander un conseil, pour être orientés, pour comprendre une décision qui leur arrive de manière abrupte et qu'ils ne comprennent pas, ou parce que leur démarche en ligne n'a pas fonctionné et qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Nous, on a un numéro de téléphone, une adresse qui est très facile à trouver. On fait en sorte qu'on nous trouve très facilement. Et donc, et en particulier pendant les vacances, l'été, à Noël, on a beaucoup d'appels de personnes qui sont perdues. Voilà comment j'explique l'augmentation. Je crois aussi qu'il y a une culture de la négociation. Et aujourd'hui, on discute de tout, pour le meilleur et pour le pire. Je trouve très bien qu'on puisse faire valoir une situation personnelle. J'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ceux qui en ont vraiment besoin. C'est peut-être ça l'enjeu pour moi, le défi pour les années à venir, c'est d'arriver à ce que la médiation touche les plus défavorisés, les plus démunis, ceux qui ont vraiment besoin du médiateur et qui parfois ne le connaissent pas. Parce qu'on est là, on a un côté écrivain public, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour aider des personnes démunies à formuler leurs demandes, à trouver le bon interlocuteur et à faire valoir leur situation. On a peut-être dans l'augmentation du nombre de saisines qui concernent la relation des familles à l'école, par exemple, parents, établissements scolaires, une partie, je ne dirais pas tous, une partie de parents qui sont hyper initiés, qui connaissent parfaitement et qui finalement expliquent aux professeurs et aux chefs d'établissement comment il faut faire, qui connaissent mieux que les professionnels ce qu'il faut faire pour leur enfant. Ça devient compliqué. Alors parfois à juste raison, ils ont parfois effectivement des raisons de contester un enseignement, une méthode, une note, une évaluation, parfois un peu par consumérisme comme on dit. On a un peu de tout. Et puis on a aussi parfois des parents véritablement démunis, des enfants dans des grandes difficultés. Et ceux-là ont vraiment le droit et le besoin aussi d'avoir une écoute et quelqu'un qui les aide, qui leur prend la main, qui les accompagne. Voilà, donc c'est vraiment autour de ces problématiques-là qu'on réfléchit. Et je pense que l'augmentation du nombre de saisines, elle s'explique de plusieurs façons. Et ce n'est pas toujours le même public et pas toujours celui qu'on veut atteindre qu'on atteint le mieux.